monsieur, vous faites bien de nous suivre sur Matin Libre Politique. L'actualité politique au Bénin, ces dernières heures, est marquée par la révision de la Constitution du Bénin avec de grands changements, donc des innovations. Et puis des polémiques sont nées, justement, au lendemain de cette plénière ayant conduit donc à l'adoption de cette proposition de loi portant révision de la Constitution. Des députés, notamment du parti d'opposition, les démocrates, sont montés au créneau. Ils demandent l'annulation justement de ce processus ayant conduit à la révision de la Constitution. Et puis nous parlerons de tout ceci avec notre invité d'aujourd'hui. Il est bien connu donc de l'univers politique béninois. Il a nom Hassan Seibou. Il est donc élu de la 9e législature. Il est membre du parti Bloc républicain. Il en est d'ailleurs le président du groupe parlementaire, j'allais dire, l'un des initiateurs de cette réforme constitutionnelle. Hassan Seibou, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. Merci. Voilà. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous, puisque vous êtes l'un des initiateurs, votre groupe parlementaire, avec celui de l'Union progressiste Le Renouveau. Vous avez initié donc cette révision de la Constitution. La première question, quelles étaient les motivations? Merci, cher journaliste. Je veux d'abord vous remercier pour la considération de m'avoir reçu dans vos studios pour parler de ce sujet d'actualité qui est vraiment important pour notre pays, puisque l'événement touche la révision de notre Constitution, c'est-à-dire du fondement même de notre société. C'était important que cela retienne l'attention et mérite des explications. Très bien. Je voudrais, pour continuer, dire félicitations à Matin Libre. C'est la première fois que je viens dans votre salle, dans votre studio. Merci. Et je crois qu'il est bien tenu et il vaut les événements qu'il reporte. Alors, sur votre question, les motivations. Les motivations sont simples et le rôle que nous avons joué a été celui de la prérogative qui nous est reconnue, du devoir qui nous a été confié par la nation en tant que député, d'initier des lois, de légiférer sur tout ce qui ne va pas. Et lorsque c'est la Constitution elle-même qui comporte quelques petites difficultés, il nous appartient d'aller à l'intérieur pour voir dans des conditions qu'elle a prévues elle-même pour la réviser. Donc nous faisions là un travail pour lequel on n'a pas besoin d'être félicité, c'est notre boulot. Nous avons utilisé, nous, la voie de proposition, c'est-à-dire initiative des députés, parce qu'en nous concertant avec les autres, avec beaucoup de personnes, on s'est dit notre pays progresse aujourd'hui et de façon manifeste de toutes les façons. Nous sommes contents quand les gens viennent parler de nous. Nous sommes heureux des conditions dans lesquelles l'assainissement est en train d'être fait. Mais nous avons constaté qu'il y a un aspect sur lequel on n'est pas sérieux. C'est sur le terrain politique, notre propre terrain de jeu. Le champ politique pour vous, il y a un peu de désordre, c'est ça? Exactement, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas d'encadrement. Or, ce qui est le plus dangereux pour un pays et qui peut compromettre, qui fait hésiter les bailleurs de fonds à venir dans votre pays, c'est les risques d'instabilité. Dans les risques d'instabilité, je veux dire que la remise en cause, par exemple, du pouvoir est une chose grave. Et il n'y a aucune chambre devant laquelle on parle des crises politiques qui pourraient advenir. Nous devons prendre des mesures pour que rien ne puisse arrêter la démocratie béninoise, ni le développement que nous avons amorcé. Il ne faut pas amener un président demain qui va venir se mettre à prendre des dispositions pour on conduit le pays à ce qu'on brise tout ce que nous voyons là.
Nous sommes vers la fin de notre mandat. Et le devoir d'un être humain, c'est de s'arrêter et dire qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Le chef de l'État, nous l'avons embarqué dans ça. Vous l'avez embarqué? Bien sûr, nous sommes à l'initiative de la proposition. Et donc, il n'y avait pas une main invisible qui non, proposer. Le problème, il y avait des réflexions invisibles. Si vous dites ça, je serai d'accord. Le chef de l'État se plaint de certaines choses, nous aussi. Même l'opposition. Alors, nous avons pensé qu'il faut faire quelque chose. Vous pouvez regarder notre environnement institutionnel, vous verrez que nous avons des institutions qui peuvent juger. La seule institution politique que nous avons, c'est la Cour constitutionnelle. Mais elle juge sur la base de la Constitution et dit oui, vous avez respecté, non, vous n'avez pas respecté la Constitution. C'est tout. Il ne se charge pas de la légalité. Non, pas du tout. Il ne va pas plus loin que ça. Qu'est-ce que vous pouvez subir pour la faute ou pour la violée? Ça, rien ne se dit. Et quand vous venez et que c'est quelque chose de politique, elle vous dit qu'elle n'est pas compétente parce que la Constitution n'a rien dit là-dessus. Je veux vous rappeler, à votre mémoire et à notre mémoire à tous, l'ère du président Soglo dans ce pays. Moi, il me reste toujours des travers de gorge, je ne cesse de le dire, le mandat unique que Soglo avait fait. Parce qu'il arrivait à terme où ses efforts, les revenus, les ressources qu'il mobilisait devraient être capitalisés quand il est sorti. Il était sous le choc parce qu'il sait ce que cette sortie va faire perdre au pays. Mais il était arrivé un moment où il était en crise avec l'Assemblée nationale. Si vous vous souvenez, jusqu'à ce qu'il ait dit qu'il ne va pas aller devant l'Assemblée pour prononcer son discours sur l'état de la nation. Et on a connu aussi cette fameuse ordonnance. Exactement, qui a tiré longtemps et qui a créé beaucoup de crises. Mais pour finir la crise, comment on avait fait à l'époque? On a invité les chefs d'État à l'initiative de quelques-uns qui ont suggéré que les chefs d'État se retrouvent. Ils sont venus au palais. Et on a appelé le président de l'Assemblée, le président de la République. Ils se sont enfermés. Et quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'on nous a dit? Quel compte rendu nous avons eu? On a dit, la crise est terminée. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire qu'est-ce qu'ils se sont dit dedans. Mais ils se sont dit des vérités sur l'intérêt supérieur de la nation. Ça, nous en sommes convaincus. Là, nous devrions déjà remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils se sont dispersés après ça. Mais qui dit qu'une crise n'allait pas revenir? Celle de l'ordonnance est revenue. Donc, quelque part, il manque une institution. Si ce genre d'institution dans laquelle le HCR de la transition, dirigé par Monseigneur de Souza, s'il n'avait pas accumulé ces compétences-là, nous n'aurions même pas réussi la conférence nationale. Est-ce que vous voulez nous dire que ce qu'on a réussi à la conférence nationale, là, c'était d'avoir voté une constitution simplement? Non. L'équilibre politique qu'il y a eu entre Mathieu Kérékou et le premier Nicéphore Soglo dans cette transition, si Monseigneur de Souza n'était pas là, peut-être qu'aujourd'hui, on n'aurait pas le renouveau lui-même. Nos textes se seraient envolés. Et donc, vous avez questionné l'histoire. Nous avons questionné l'histoire. Questionné notre histoire récente elle-même. Le président Yahi Boni, dans l'effort même de faire, vous vous souvenez de cette affaire du projet qui voudrait barrer le projet Serfato sur la mer, les épis. Il avait mobilisé de l'argent, mais il a été bloqué. Et pour régler, il a appelé les présidents des institutions qui étaient en exercice, comme pour chercher une onction de la part de ces institutions-là. Il y a beaucoup d'autres choses. Le président de la République qui est là, nous lui avons demandé s'il y avait, pourquoi, quand il y a des crises, quelle est la structure à laquelle on va se référer. Vous demandez, par exemple, vous, à l'Assemblée nationale, une deuxième lecture d'une loi que nous avons votée. Mais si l'Assemblée refuse d'accéder à vos demandes, alors que
Quand on vote une loi pour la mettre en œuvre, c'est le gouvernement qui en a la responsabilité et que les impacts financiers, c'est le gouvernement qui doit faire face. Nous serons bloqués entre ce qui est indispensable pour le peuple, celui qui doit fournir les moyens. Ainsi de suite, on est dans le cul de sac. Et s'il y a une urgence et que ça se produit pendant que quelqu'un qui est hostile au gouvernement dans le type de démocratie que nous vivons, qui est parfois une opposition personnelle, vous demandez à quelqu'un quel est votre programme, il ne sait même pas. Si on y arrivait, comment on fait? Il n'y a aucune solution dans ce pays. Mais donc, il faut penser à la chambre des sages, là, qui pouvait se saisir de la crise là, et dire tel a raison, tel n'a pas raison. Une sorte d'arbitrage. Regardez les présidents Holo, Théodore, les présidents Robert Dossou, Elisabeth voilà. Pognon, les Amoussou Bruno, Adrien Ongwedji, les anciens présidents, Yahi Boni, président Soglo. Est-ce que ce n'est pas des gens que nous avons appris à respecter les verdicts qu'ils ont dans ce pays et qui nous conditionnent aujourd'hui? Parce que nous les respectons, il faut tout faire pour qu'ils se retrouvent ensemble. Pour à chaque fois dire, comme on dit, siffler la fin de la récréation quand ça ne va pas. Qu'on leur donne le droit, si l'Assemblée vote une loi et qu'elle n'est pas dans l'intérêt supérieur de la nation, dire non, ce que vous voulez faire là, c'est pas bon. Ça veut dire le droit de demander une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée fonctionne sur la base des majorités calculées. Et c'est des gens qui sont en rivalité politique. Quand un camp veut quelque chose, l'autre ne veut pas. Mais ça peut être le camp minoritaire qui développe des arguments que le Sénat entend et demande une deuxième lecture pour aller dans ce sens. Ça va nous aider à amortir nos crises. Et donc, c'est pour juger de la neutralité et de l'arbitrage. Cette maison que nous voulons, que nous avons appelée Sénat, et sachez que le Sénat n'a pas un prototype fixe. Chacun le fait à sa façon. Même l'Assemblée générale, vous savez qu'il y a des pays dans lesquels une partie des députés est désignée. Bon, donc dans notre pays, nous voulons que cette chambre-là soit apolitique et non partisane. Quand on rentre dedans, quand on siège, on ne se mêle plus des combats de chiffonniers que les politiciens se font. On prend de la hauteur. Très bien. Et donc vous prononcez la retraite politique de ces dinosaures? Oui, mais au moins l'engagement de ne pas la faire. D'accord. C'est-à-dire que vous avez vos positions politiques, mais chacun d'eux qui parle peut influencer ce pays s'il n'a réfléchi que seul. Quand le président Soglo est sorti la dernière fois, vous avez été témoin quand il est allé voir Agoulo Djibé. Quand il a parlé, c'est tout le pays qui a eu une fierté. Parce que c'est le président Soglo. Tout le monde va et parle, ça ne dit rien. Mais le président Soglo, s'il vient dans ce studio ici, nous risquons d'arrêter notre émission pour aller le saluer. Tout à fait. Donc nous le respectons. Yahi Boni de même. Même quand nous avons été leurs opposants, nous savons qu'ils se sont battus pour le pays. Ils n'ont pas dormi pour le pays. Donc c'est des gars, c'est des messieurs qui sont d'abord sollicités au plan international partout. Ils sont toujours partis en voyage, mais pour aller conseiller les gens, pour aller... Mais pourquoi nous avons la richesse chez nous, on ne veut pas l'utiliser pour amortir, pour prévenir les crises politiques? Et donc, c'est pour bénéficier de leur expertise. Exactement. Et c'est maintenant que nous avons besoin, parce que nous avons quand même plus de 30 ans d'expérience de démocratie. Et un président s'en va, dont le bilan n'est pas mal. De toutes les façons, ça a changé ce pays, qu'on le veuille ou pas. Même dans la gestion, dans le sérieux et tout, dans notre environnement, dans des grands travaux. Il ne faut pas que un président vienne demain et qu'il instaure une folie. Le lendemain, les chars et les tanks vont passer sur nos jolis goudrons pour aller tirer sur des bâtiments et tuer des gens. Il faut qu'on amortisse nos crises. Et ce qui va nous y conduire, que nous sentons venir, c'est le fait des hommes politiques, toujours. Je vais vous donner un exemple. Oui. Quand les chefs d'État de la CEDEAO se sont réunis à Abuja,
pour dire il faut libérer le président Bazoum. Et qu'ils aient dit, même s'il faut utiliser la force, ils sont prêts, mais pour le libérer. Parce qu'au début, ce n'était pas un coup d'État. C'était une prise en otage du président et nous avons suivi ça. Mais c'est quand on a dit on va aller là-bas en médiation qu'ils ont dit c'est un coup d'État. Après 4 ou 5 jours. Les Béninois savaient ça. Ils savaient aussi que le président Patrice Talon était le médiateur de la CEDEAO à ce moment-là. Parce que dans la CEDEAO, il y a des structures dont les présidences entre eux tournent. Ce n'est pas le président de l'organisation, mais des responsabilités. C'est pour ça que c'est lui qui devait aller là-bas. Il est porte-parole de ce groupe-là. Il a parlé en tant que porte-parole. Nous sommes de notre pays, nous le savons. Mais il est venu à peine, on dit bon, le Bénin veut faire la guerre au Niger. Le Bénin, et c'est des Béninois, qui disent on a amassé même des troupes à la frontière, on a les bases françaises sont là-bas, ceux qui ont quitté le Tchad sont là, ils envoient des photos au président nigérien qui jusqu'à aujourd'hui est convaincu que ce qu'on lui a donné est vrai. Ce sont des Béninois qui ont vendu leur pays. Mais le lendemain, chacun d'eux est à l'aise. Parce que dans le pays, on ne punit pas ça. On ne sanctionne pas ça. Et donc, même si ce n'est pas pénal, aussi seront sanctionnés. Mais oui, mais pas au pénal, parce que la chambre que nous voulons mettre au pénal, celui qui fait du pénal, il y a les cours de justice, il y a les juridictions qui vont juger de ça. Mais sur le plan politique, quelqu'un qui a fait ça n'a pas le droit un jour de dire qu'il veut gouverner notre pays, ni même d'être député, parce qu'il salit l'image du pays. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il y a d'autres choses. Oui. Des Béninois sont allés jusqu'au Niger faire des déclarations, venir tapageuses le lendemain, eux-mêmes se rendent compte que ce qu'ils ont dit n'est pas vrai. Qu'est-ce qui nous empêchait, entre nous, de faire des investigations, d'interpeller le gouvernement devant le Parlement pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe à tel endroit? Pendant que nos enfants tombaient sur les frontières là, on est en train de dire qu'il y a les bases françaises. Et puis, nous sommes un pays, même si nous amenons, ce n'est pas France, on pourrait amener l'Allemagne, l'Europe, les États-Unis. Ce que nous voulons, nous faisons pour la sécurité des nôtres. Il n'y a pas d'intimidation. Les gens intimident leur propre pays. Ça, c'est un exemple que je vous ai donné. Et donc, il y en a légion. Il y a légion. Quand quelqu'un vient dire je vais amener mes frères de là-bas et puis ils vont venir ici, ils vont s'affronter, on va voir. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire rupture de l'unité nationale. Lui-même ne croit pas à l'unité nationale. Mais c'est resté impuni. Et si on continue, c'est ces choses-là, dans le cadre du développement, qui vont être plus graves. Le gouvernement prendra des décisions dans le but d'assainir et des hommes politiques vont aller soulever des populations pour faire de l'incivisme. On a frôlé ça la dernière fois avec l'affaire de soja et de graines de cajou. Mais on a frôlé ça alors que ce n'est pas une nouvelle pratique dans le pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas... On a toujours interdit la sortie des produits qui sont jugés stratégiques au moment où nous le faisons. Très bien. Donc, beaucoup d'autres choses et la crédibilité, parce que quand par exemple vous venez dire si nous on vient au pouvoir, on va effacer tout ça. On va mettre fin à tout ça sera balayé. Des gens qui vont boire leur café ou leur bouillie le matin, ils viennent dire n'importe quoi. Est-ce que ça... Mais quand vous dites ça, le bailleur qui vous entend là, celui qui vous entend, qui veut vous passer de l'argent, vous pensez qu'il va le faire? Est-ce qu'on ne court pas le risque d'aller dans un état policier? Non, pas policier. C'est pour ça qu'on parle d'institution. D'accord. On n'a pas dit une juridiction pour punir quelqu'un, mais une institution qui va veiller. Parfait. Quand vous déconnez, elle vous interpelle ou bien quelqu'un porte plainte contre vous devant cette cour-là. Enfin, on n'a pas encore le règlement intérieur ni comment on appelle les lois organiques. Ça viendra pour dire les détails. Et il faut cette maison-là
pour pouvoir asseoir mouvanciers, opposants, gouvernement, tout le monde pour dire, bon, ok, nous avons dit que nous voulons la paix et laisser le gouvernement travailler. Si vous avez des suggestions ou des critiques, vous les montez, mais il y a des canaux. Votre télévision, là, ça couvre beaucoup de choses. Quand on parle ici, beaucoup de personnes entendent. On n'a pas besoin d'aller faire les marches et casser. Moi, j'attends qu'on me dise comment on va organiser les marches et les grèves dans les pays si on les fait. Il ne faut pas dépasser, pour moi, 300-400 mètres de marche. Si c'est filmé, c'est-à-dire la protestation est connue. On ne va pas prendre des itinéraires pour dire qu'on veut casser, on veut aller au palais, on va aller au ministère. À quoi ça sert? Est-ce que ce ne sont pas des restrictions de liberté? Dans ce pays, non, ce ne sont pas des restrictions de liberté? La liberté, oui. Le principe de la liberté n'est pas le fait de faire ce que vous voulez quand vous voulez. Ça, c'est de l'anarchie. D'accord. Votre liberté finit là où commence celle des autres. Et nous sommes 13 millions de Béninois qui avons besoin que nos libertés se conditionnent. Nous avons fait de belles constructions. Quelqu'un dit il marche, et pour protestation, vous connaissez que c'est des philosophies. L'école de Bakounine, de Trotsky, il faut casser. Il faut casser avant que le patron ne prenne conscience. Aujourd'hui, vous pensez qu'au Bénin, on peut appliquer cette théorie-là? Quelle est l'institution qui réglemente pour te dire ne touche pas le bien public? Si tu veux faire ta marche, amène toutes les chaînes de télévision. Ton itinéraire, si quelque chose se casse, on va te poursuivre au pénal même. Et si ça se fait, sache qu'on risque de te retirer tes droits civiques. La sanction que cette maison peut faire, que nous avons autorisée, est une sanction politique. Parce qu'elle est politique. Ceux qui sont dedans sont des hommes politiques avérés. En général, je veux dire. Parce qu'on a fait une ouverture pour les anciens militaires à cause du fait que dans leur rôle, nous avons mis la défense et la sécurité. Il faut des gens avertis de ces questions-là pour que la cour soit bien constituée. Et qu'il n'y ait pas de... Comment vous appelez ça? Qu'il n'y ait pas des questions qu'on leur soumette et qui se disent ça là. On n'est pas compétent. Ou bien ils vont prendre une décision qui le lendemain va blesser l'armée. Et qu'on risque de les faire sortir. Les gens disent, on a dit qu'ils retournent à la caserne. On n'a pas dit de rester dans une forêt, dans un camp fermé. Mais il faut faire en sorte qu'eux aussi soient concernés par la stabilité politique. Nous recherchons la stabilité politique, la démocratie. Nous recherchons la paix. Et il faut des règles pour que nous ne puissions pas déborder. Très bien. Moi, c'est une révision de la Constitution, mais dans les actes d'application, nous serons beaucoup vigilants pour que ce qui est en profondeur qu'on n'a pas sorti, nous le sortions dans l'intérêt de nos enfants. Très bien. Il y a certains quand même qui reprochent peut-être à la démarche que vous n'ayez pas consulté peut-être ces anciens dont vous parlez, qui sont d'abord des membres de droit, peut-être des juristes, des hauts juristes comme Théodore Hulot, comme Robert Dossou. Vous auriez pu les consulter d'abord, par exemple? Ou qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Il y a une erreur qu'on fait dans le pays. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On n'a pas besoin d'être constitutionnaliste. C'est le domaine de la loi, c'est le domaine de l'Assemblée d'élaborer même, de modifier la Constitution, d'élaborer des lois. Donc elle est compétente pour le faire. Quand on dit, quand moi j'amène mon idée, je dis, bon, voilà ce que je vous ai dit là. Oui. C'est ça que je dis que ça me gêne. Je formule comment on peut régler. Dans mon français, j'amène ça là-bas. Vous pensez qu'à l'Assemblée, il n'y a pas de conseillers chevronnés constitutionnalistes et vous pensez que nous allons là-bas nous asseoir simplement? Nous consultons des gens. Peut-être que nous n'avons pas vu un rouleau. On n'a pas vu. D'autres les ont vus. Ce n'est pas là que se trouve le problème. Le problème, c'est que tu puisses poser, même dans ta langue, si tu ne comprends pas bien français, il y a des députés qui ne peuvent pas, qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de diplôme. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de proposer une modification d'une loi ou d'une constitution? Non. L'idée, c'est quoi? Formaliser ça, c'est comment? J'ai vu un monsieur, un professeur ou un vice-président de LD venir dire qu'on ne touche pas la Constitution comme ça.
Bon, nous, on l'a touché de la manière qui est indiquée et c'est passé. Eh bien, vous comprenez ce dont il parle, parce ce que qu'il veut la dire, Constitution... il veut qu'on les appelle les spécialistes pour venir nous dire. Qu'est-ce qu'ils veulent nous expliquer que ce que nous comprenons? Maintenant, si nous rédigeons et que la rédaction ne traduit pas ce que nous voulons, ils pourront nous dire... Et il y a ce qu'on appelle la légistique après. Mais ce dont il parle peut-être, c'est le fait de toucher chaque fois, parce que c'est quand même une deuxième fois déjà. Voilà, de toucher chaque fois, ça pourrait montrer que bon, c'est une loi ordinaire, alors que ce n'est pas une loi ordinaire. Non, pas chaque fois. D'accord. Attention. J'ai dit nous commettons des erreurs, ça fait la deuxième erreur. La Constitution elle-même, qu'on a élaborée là, à la conférence nationale, je salue ceux qui l'ont élaboré parce que le choix du régime présidentiel, nous étions tous à l'époque des étudiants en fin d'études, mais nous avons suivi ce qui s'est passé et nous félicitons les Holo, comment on l'appelle, Ahanzo Guélé et tous ceux qui étaient là, les Robert Dossou, tout ça, qui ont pu nous choisir le régime, le type de régime qui ressemble à nous. C'est ce qu'ils disaient à l'époque. Il ne faut pas choisir un régime parce qu'on a vu ça ailleurs. Mais il faut choisir ce qui nous ressemble. Mais dans la Constitution, ils ont dit, à la conférence a dit que désormais, la souveraineté du peuple, ça s'exprime en ce qui concerne les élaborations de la loi, fait tout ça, par les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. C'est là que s'exprime la souveraineté. Mais il y a une autre souveraineté qui est celle qu'acquiert le chef de l'État. Devant lui, l'autre qui, elle, est chargée des lois. Le président de la République ne prend pas de loi. C'est ceux-là qui représentent le peuple. Et elle dit, je suis modifiable par deux voies. Vous pouvez me modifier par le référendum. Vous pouvez me modifier lorsque les représentants du peuple constituent les 4/5 de l'Assemblée. Sinon, si vous atteignez les 3/4, avant même c'était moins que ça. C'est à la dernière révision qu'on a monté ça. Pour que ça ne soit pas banal, justement. Si vous atteignez les 3/4, vous pouvez aller au référendum pour me changer. Donc, si vous voulez changer la Constitution, vous devez réunir soit les 3/4 voix référendaires. Mais si vous arrivez à 4/5, ils disent vous êtes exemptés parce que vous êtes des représentants du peuple. Donc, on peut toucher la Constitution. Est-ce que vous pensez que quand on amène une idée chez les constitutionnalistes, c'est des professeurs, vous entrez avec votre première idée, vous sortez avec 10 positions. Et oui, ils peuvent changer et aller dans tous les sens. Ce n'est pas ça. Mais nous les écoutons tous. Nous avons tous étudié le droit un peu à leur école. Nous savons ce que c'est que la Constitution. Nous savons dans quelles conditions, quels sont les problèmes qu'elle pose. Très bien. Donc nous sommes outillés pour faire le travail. On ne va pas... Le peuple, c'est qui? Et il faut qu'on s'entende dans ce pays sur ce qu'on appelle le peuple. Ah, parce qu'on ne s'entend pas? On ne s'entend pas. Parce que nous ne pouvons pas à l'Assemblée voter une loi, nous qui sommes officiellement et légalement représentants du peuple, que l'Assemblée vote des lois, et on dit le peuple n'est pas d'accord. Mais quel peuple nous on a consulté avant de venir là? Notre peuple. Vous me dites par exemple, vous n'avez pas vu le peuple. Qui vous voulez que je consulte? Votre peuple est à vous, c'est vous qui savez ce qui est votre peuple. Et c'est qui le peuple? Le peuple, c'est nous tous. Mais nous avons choisi des représentants. Et moi, est-ce qu'on vous a dit que ceux qui ont voté pour moi, et que la Constitution dit le lendemain que je suis un député représentant toute la nation, que parce que quelques-uns veulent le pouvoir, ou c'est ça notre opposition dont nous parlons, qu'il faut mettre des normes. Les politiciens savent quels sont les rôles de chacun. Mais ils ne respectent pas. Ils sortent, ils disent, hier j'ai entendu les LD. Il n'y a pas eu, comment on appelle, le peuple n'a pas été consulté, le peuple... Ils auraient souhaité la voie référendaire. Oui, mais attendez, la Constitution dit quoi? Si nous n'avions pas eu les 4/5, nous pouvions faire appel au référendum. Il y a eu 2 votes, non? Vous avez vu les chiffres?
Et justement, le premier vote qui permettait d'accéder à la recevabilité, qui dit allons examiner, quand on vient et on vote et on n'a pas les 4/5e, elle nous dit vous allez au référendum. Ils allaient nous dire bon, on va au référendum. Ils ont voulu emprunter cette voie justement, de ne pas voter pour le oui. C'est leur choix. Mais nous sommes en démocratie, justement. Vous ne pouvez pas me dire que le choix de X là, c'est mon choix, moi Y obligatoirement. Encore qu'il dit je suis minoritaire, il dit je suis minoritaire, et il dit c'est mon choix qui doit s'imposer. Non. Parlons des chiffres. Oui. Parlons des chiffres, puisque vous l'évoquez. D'abord, un premier vote pour la recevabilité, 87-22. Mais qu'est-ce qui... ils estiment que le deuxième vote, 90-19, que les 22 n'ont jamais voté, donc oui et contre. En fait, je ne le dis pas, je le redis. Oui. C'est-à-dire que sur les Makois, on a vu combien? 19 contre. Qu'ils sont compacts et que les 22 ont voté contre. Mais il se fait que ce qui est vu, c'est 90 et 19. Donc, il y a une manœuvre qui s'est opérée. Qu'est-ce qui s'est réellement? Vous savez, c'est ridicule. Il fallait trouver même un autre argument que celui que vous sortez là, qu'ils ont sorti. Vous êtes 22. Ils étaient 11 portant des procurations. Ils disent, nous, on sait. Mais c'est un scrutin au bulletin secret. Celui qui est le plus responsable et qui met chacun devant Dieu, devant sa conscience dans l'urne, dans l'isoloir, avant de venir mettre son enveloppe dans la caisse pour dire voici mon choix. Messieurs, vous voulez dans ces conditions-là qu'on dise qui est rentré dans l'enveloppe pour marcher, dans leur enveloppe pour changer quelque chose? C'est devant nous que ça se compte. Comment un homme peut-il croire qu'il peut maîtriser son semblable au point de savoir qu'est-ce qu'il a dans le cœur? Et qu'ils jurent qu'eux, ils sont compacts. Moi, je me demande si ce n'est pas celui qui jure qu'ils sont compacts qui est celui qui a voté le oui. Ah bon? Oui, mais ça peut l'être, non? Ça peut l'être. De toutes les façons, si parmi les 11, oui, certains n'ont pas voté, on n'aurait pas atteint cette majorité-là. Mais nous étions déterminés. Si ça ne passait pas, nous aurions pu aller au référendum. Vous étiez prêt pour mais le comment? référendum même? Attends, quand vous allez pour chercher quelque chose, après peut-être on pouvait analyser ou dire non, c'est pas la peine. Mais en engageant le processus, ce sont les deux conséquences, ça. Mais moi, le monsieur là, c'est un ange ou bien quoi? Non, ange ou qu'un diable. Comment il est rentré dans les hommes là pour savoir qu'ils ont fait ce que lui l'a dit? Bon, les 11 qui ont été choisis, selon leur dire, les 11 qui ont été choisis, c'est des personnes fidèles des fidèles, très pour bien. pouvoir faire le jeu. Très bien. Du parti. Nous avons remarqué nous-mêmes dans le choix de ces hommes-là, il n'y a pas un seul ancien député dedans. Ceux qui les dirigent ont tous été sortis. Et vous savez que ça fonctionne. Nous connaissons comment fonctionne ce parti. Ce n'est pas télécommande. Quelqu'un quelque part, il dit c'est lui, c'est lui, c'est lui. Les autres là, donnez vos procurations. On donne les procurations quand on est présent à l'Assemblée, lorsqu'on ne fait pas confiance à la personne. C'est des règles. Enfin, c'est des méthodes. Ils ne font pas confiance à Eric Oundete, tous ceux qui ont géré. Pour eux, c'est des gens qui sont capables de trahir. Sinon, ils pouvaient aller aux urnes, non? On les a vus le matin, tous, dans la salle. On a donné à ce qu'on peut appeler les têtes brûlées de la chose. Nous-mêmes, on les a vus, on a dit, bon, peut-être c'est au référendum qu'on va aller. Est-ce que vous avez négocié non, avec certains d'entre eux? Attendez. Nous les avons vus, oui, sélectionnés comme ça. On dit, bon, advienne que pourra. Mais nous ne pouvons pas reculer, nous irons jusqu'au bout. Parce que vous étiez déterminé. Mais attendez, vous ne pouvez pas amener une proposition de cette importance-là et ne pas être déterminé. On priait Dieu que certains d'entre eux prennent conscience. Mais moi, personnellement,
des LD où les gens se rendent compte. Et certains l'ont dit quand ils ont démissionné. Ils en ont marre de cette façon. Ce n'est pas de la politique qu'ils font à la fin. Et ils font quoi? Mais ils font de l'exercice de la haine. On ne va pas le dire ainsi, pas mais de la haine, parce que vous prononcez un mot très grave. Oui, je suis souvent grave moi-même. Je dis, dites-moi, quel est le programme des LD quand ils vont prendre le pouvoir demain? Si ce n'est pas le anti-talon. Moi, j'ai dit le jour le commandant de talon finit. Ils avaient peaufiné leur projet de société. Vous dites-moi quelle est leur priorité. Vous ne pouvez pas trouver. Nous connaissons. Hein. Vous entendez, le développement a eu visage humain. Le développement à visage humain, ils l'ont toujours dit. C'est quoi le développement à visage humain? Ce qu'on fait là, c'est visage de diable. Cotonou là, quand vous venez à votre service vous-même maintenant, vous n'êtes pas heureux? Quand vous circulez à libre jusqu'à 1h, 2h, vous êtes en sécurité. Quand eux, ils étaient là, vous pouvez voyager la nuit, vous. Tout le monde dit qu'il faut partir avant la nuit. Maintenant, là, c'est la nuit, les gens prennent les bus de nuit du nord pour venir ici. Bon, revenons maintenant à ce qui s'est passé. Oui. Et c'est la pratique à l'intérieur du parti. Oui. Et vous voyez que ça se détériore. Parce que quand vous les rencontrez dans les couloirs de l'Assemblée, nous discutons. Hein, il y en a, vous sentez qu'ils sont excédés. Et ils vous le disent. Ils pensent quelque chose qui est bien. Mais on leur dit non. Non. Donc ce sont ces moi, j'ai vécu l'expérience dans la dernière révision qui n'était pas passée. D'accord. La plupart d'entre eux étaient d'accord. Je peux dire tout ce que j'ai rencontré. Il y en a qui m'ont dit c'est très bon, mais il faut que notre chef soit convaincu. Il faut une discipline de groupe. La conscience du groupe, c'est Yahi Boni. La conscience du groupe, c'est Yahi Boni. Conscience, j'ai dit. Ils n'ont pas de choix. Mais quand ça se détériore et que ça se décompose, le chef lui-même commet des erreurs assez graves du type récidiviste. Lorsqu'ils ont voulu choisir leur candidat, vous avez vu ce qui s'est passé. Bon, c'est la même chose. Non, c'était vous dites que oui. Nous comprenons la profondeur de l'état délétère psychologique dans lequel ils sont. S'ils sont au bulletin secret, ils vont s'exprimer librement. C'est pourquoi vous avez refusé le bulletin à la tribune. Non, il y a deux raisons oui. de refuser le bulletin. Nous sommes des gens responsables. Nous avons essayé une fois déjà à la tribune. Et ils nous disent, ça ne permet pas aux gens de s'exprimer en toute conscience devant Dieu, devant leur conscience. Dans l'urne, ils sont seuls devant Dieu, devant la nation. Ça a un effet. Et la preuve, certains ont voté pour cette affaire. Parce qu'ils ont vu le pays changer malgré tout ce qu'ils disent. Et ils ne veulent pas qu'on retombe dans de l'incivisme, dans l'insécurité politique. Ils ont des marchés qui marchent bien pour les commerçants. Ils ne veulent pas d'embêtement. Mais donc, c'est cet état délétère à l'intérieur du parti qui explique que des gens n'aient pas suivi la consigne. Donc, vous n'avez même pas négocié avec quelqu'un. Négocier pour leur dire quoi? Ah ben pour dire il faut voter pour. Non, ça là c'est normal. Je dis nous parlons entre nous. D'accord. Nous essayons autant à l'intérieur de la mouvance, autant à l'extérieur. Nous sommes convaincus d'abord entre nous. Moi, jusqu'à ce qu'on aille au vote, à l'intérieur de la mouvance, de mon groupe, j'expliquais, j'essayais de... Certains m'aidaient, on parlait à tout le monde pour dire, voilà ce que moi j'ai apporté, j'expliquais. Mais au cours des débats, des amendements viennent et chacun juge les amendements. Très bien. Donc ce n'est pas... attention, je sais ce que vous, les journalistes, vous voulez nous faire dire. Moi, c'est pas... Vous faites dire? Oui. Non, oui. pas du tout. C'est pas chaque fois qu'on parle, parce que vous êtes dans les gens de rue aussi. Donc, dès qu'on dit à quelqu'un qui n'a pas suivi la consigne du groupe, on dit il est corrompu, il est acheté. Si achat il devait avoir, nous voulons lutter contre ça. C'est pour ça que vous allez voir dans la révision que nous avons faite, nous avons corsé quelqu'un qui quitte son parti, perd son mandat.
Il faut commencer à discipliner la vie politique. Il ne faut pas qu'à chaque élection ou à chaque événement, il y ait des marchands, qu'on crée des marchés des hommes politiques Pourtant, vous qui ont reçu les mandats du peuple. Pourtant, vos partis ont célébré les démissionnaires de LD. Non, mais attendez. Vous avez un adversaire. Oui. C'est naturel, c'est humain. Vous parlez tous les jours. Depuis que moi j'ai mis pied à l'Assemblée, enfin, je vais dire, cette législature-ci, il n'est pas passé un seul événement important que nous ayons discuté ensemble avec l'opposition. Que le chef de l'État était passé là-bas la dernière fois pour vous dire, pour vous décrire ce qui s'est passé dans l'étude du budget 2025 là. Mais ils ont amené, un seul a amené un amendement de 2 milliards. Je veux parler de Ouassagari. Moi, j'étais dans les discussions sur ça. Le gouvernement a tout accepté. Nous avons adopté qu'on appelle le budget lui-même avait été dans le débat, il y a des procédures. Mais lorsqu'on veut voter en général la loi des finances, c'est là ils disent non. Il y en a un qu'on a remarqué qui a dit mais ma conscience ne me permet pas de faire ça. On a discuté, négocié, et puis arrivé au niveau de dire bon, ça c'est au moins commun. Qu'est-ce qu'on recherchait quand on amène un budget? C'est que la voix de l'opposition soit prise en compte. On a pris en compte. Bon, qu'est-ce qui restait? Au moins pour une fois, on pouvait dire oui. Maintenant que vous avez pris des milliards et des milliards d'amendements que nous avons amenés, eh bien, nous allons voter pour montrer que vous avez associé. Ils ont voté contre. Contre tous les jours. Même le rapport d'activité du président de l'Assemblée. Le rapport d'activité, le président de l'Assemblée ne fait pas une activité personnelle. Il décrit ce qu'il a fait avec l'Assemblée. Il n'y a rien qu'on reproche. On sort de là, on fait une rhétorique digne des pays, de République bananière là-bas, pour nous dire oui. On est contre. D'accord. À la fin, il faut dire on est contre. Honorable, on revient. Alors, ce réflexe de contre systématique fait que l'atmosphère qui existe entre nous, nous ne pouvons que discuter dans les coulisses. Et dans les coulisses, beaucoup avaient le sentiment que ça va passer. Mais moi, j'attendais, ça passe. Bon, si ça ne passe pas, référendum. Et il y a quand même une question de coupure de courant. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que la coupure a profité à l'adoption de la loi? Ah oui, mais quand je suis venu ici, il y a eu coupure tout à l'heure, même si les téléspectateurs n'ont pas vu ça, parce que vous gérez ça. Tout à fait. Mais est-ce que ça veut dire que vous voulez faire une fraude ici? Non, la SBE, dit l'énergie, a ces incidents que personne de nous ne maîtrise. Dans la journée du 14, là, pour là où nous étions et que nous sommes à côté du courant, moi j'ai noté 7 coupures dans la journée. Quand nous étions en commission, il y avait eu 2 coupures. Commission, en l'étude, il y a eu 2 coupures. Quand le matin, quand le président, quand on voulait, avant le vote de recevabilité, il y a eu des coupures. Pas d'incident. Parce que nous avons un groupe électrogène dans l'Assemblée. Quand il y a coupure, le groupe démarre. Vous avez quelques secondes, peut-être 20 secondes, ou souvent 30 secondes, pas plus d'une minute, ça revient. Quand nous avons commencé le vote, attention, je dis bien le vote, c'est-à-dire on appelle les gens, ils viennent voter, on t'appelle, tu votes, tu signes. Habib Koukoubou était... pardon, toutes mes excuses. Ourou Koukoubou était au podium pour le vote de recevabilité. J'ai signé devant, tous nous signons devant lui. Mais la méthode, c'est quand on veut faire, on désigne quelqu'un au hasard dans la salle. Le président a désigné l'autre, comment on appelle le député. Le député Fagnon. Pour aller faire le tirage au sort, on met la liste des députés là dans une boîte. Et quand il vient, il tire. Et il tire 2 au hasard. Et les 2 au hasard, c'est eux qui vont scruter le vote.
il a tiré à Ronvebla et il a tiré, comment on appelle, Madame Chanou. Ah, Madame Chanou. Honorable Chanou. D'accord. Mais c'est tous des porte-noviens, mais personne ne peut se plaindre, c'est un tirage au sort. Et même pour commencer, on va par ordre alphabétique. Il a tiré F. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'il y a quelqu'un qui est favorisé dans le jeu. Il n'y a pas de faveur. Et il s'assoit devant vous. Caméra, il y a tout. Quand nous étions en train de voter et il restait un pour finir le vote, il y a eu de coupures. Donc ça restait une personne. Une personne pour voter. Très bien. Il y a eu une coupure. On est d'accord? Et la coupure a duré à peine 20 secondes. Non, même pas 20 secondes. Parce que c'était le retour de l'électricité normale, oui, et le groupe se coupe et fait le relais. Quand tout le monde disait hey, le temps d'allumer les portables, même moi je cherchais à allumer mon portable, et la torche de mon, oui, portable, quand la lumière est revenue. Et Madame Chanou disait, c'est le dernier d'ailleurs. Elle avait déjà appelé le nom. Donc il est venu, il a voté, terminé. Si ça c'était un incident grave, je suis sûr que les LDO l'auraient fait stopper le vote. On est venu, on a voté. Normal. Tout le monde va et on a déversé, comme nous le faisons dans les élections, le contenu de l'urne, qui est une urne transparente, sur la table, on a compté 109 votants. On ne peut pas dire, et c'est 109 inscrits à l'Assemblée. Donc, toutes les procurations ont voté et tous les présents ont voté. Quand on a fini de décompter, on a commencé, quand on a fini de compter, oui, on a commencé le décompte. Depuis le commencement le comptage, oui, des suffrages exprimés, hein, oui, jusqu'au résultat final, il n'y a pas eu de coupure là-bas. Il n'y a pas du tout eu de coupure. Du tout pas, il n'y a pas de coupure. Il y a eu de coupure après. Il y a, justement pour vous donner la preuve qu'il n'y a pas eu de coupure. Quand on faisait les traits, vous avez vu le moment où les gens ont chanté l'hymne national. On a dit la mouvement, on fait ceux qui ont gagné. Ce n'est pas après le verdict final, mais après les pictogrammes. Quand la dernière enveloppe a été faite, on était à 90. Nous, on voulait 88. On a eu 90. C'est vrai que moi, j'étais tombé de nu. Mais la victoire est là. C'est levé pour applaudir. Voilà. C'est en ce moment, oui, que le fait qu'on dise c'est 19 chez eux, c'était 18 que le secrétaire, en faisant le compte, a écrit. Et tous de nos places, on disait non, c'était 19. Bouassa Gari, c'est lui qui a été le plus prompt à aller là-bas, devant la table, et dit non, c'est 108 au lieu de 109. Et le secrétaire qui faisait le décompte regarde, effectivement, il y a 3 cadrans de 5, comme on fait le pictogramme là, je ne sais pas comment on appelle ça. Le 4e est un carré centré. Quand vous additionnez, c'est 19. Nous tous, on a dit ça, c'est 19. Et il écrivait au début avec un marqueur, un marqueur qui s'efface là. D'accord. Et on ne voyait pas bien. Tout le monde s'est plaint. Et cette fois-ci, il a pris le marqueur. Oui, c'est ça, le marqueur. Là, ça ne s'efface pas. Donc, quand il a écrit le 18, il voulait effacer pour écrire le 19. Ça n'efface pas. Il a fait une croix. Et on dit qu'il est en train de tripatouiller. On a dit c'est 109 sur 108. Si c'est un tripatouillage, le gars dit regardez votre pictogramme. Hein? C'est 19. Ils ont voulu eux-mêmes, ils ont pris le chiffon pour vouloir effacer, pour qu'on n'écrive pas le 19. Il dit, mais regardez, ça a été même un incident entre eux. Mais écoutez, il ne restait qu'une voix qu'on devait chercher, elle était là. Et puis,
C'est des choses qui arrivent. C'est pour ça qu'on fait les pictogrammes. Les pictogrammes, ce n'est pas pour des cons. C'est pour que même celui qui n'a pas été à l'école puisse compter dans sa langue. Très bien. Il y a tout de même l'un de vos collègues qui estime que normalement, lors du processus, quand il y a coupure, ça devrait être repris. Non. Le processus. Non. Dans quel règlement on a dit ça? Il ne faut pas venir inventer ce que vous pensez logique à vous pour que ça devienne une règle. Quand on a décidé qu'ils sont 22, on doit trouver 22 là-bas. Depuis quand c'est comme ça? Il dit, voilà, quand il y a eu, c'était la première coupure dont on devait cesser le vote. Ce n'est pas le décompte qu'il peut attaquer. C'est Ouattara qui a attaqué le décompte. Et j'ai dit, là, il a utilisé le mauvais mot. Habib Koukoubou est plus subtil. Ah non, Habib Ouroukoubou. Ah, pardon. Qu'il m'excuse aujourd'hui, c'est parce qu'il a un joli nom qui ressemble à un autre célèbre journaliste. Exactement. Koukoubou a dit le vote. Il y a eu coupure pendant le vote. Lui, au moins, on peut dire que c'est dans le processus qu'il y en a eu, mais au moment du vote lui-même. Et vous savez que pendant le vote, si ce n'est pas un incident grave, ça ne peut pas compromettre s'il y avait eu par exemple une coupure de 10 minutes, 15, 20, 30 minutes et on peut dire bon, on peut reprendre. Après, encore que le règlement ne dit pas ça. Très bien. Vous reprenez là où vous vous êtes arrêté. Parfait. Et vous terminez le processus. Un processus entamé à l'Assemblée, on le termine. Très bien. Parfait. Et il n'y a pas eu d'incident. C'est à la fin, quand le résultat est apparu, qu'il y a eu d'incident. Et je vous dis ce que je pense sincèrement de cet incident. Oui. Je crois qu'ils ont paniqué. Tout comme j'étais joyeux, eux, ils ont paniqué parce que qu'est-ce qu'ils vont dire à leur chef? Parce que le chef suit. C'est comme ça que vous l'interprétez. Non, je l'interprète. Et c'est ça la vérité. Au lieu de s'arrêter et dire, mais attendez, qui d'entre nous a trahis comme ça? S'ils allaient sur ce terrain-là, c'est le peuple lui-même qui va les cracher dessus. Mais il faut qu'ils trouvent le bouc émissaire nécessairement dans la salle. C'est normal. Il faut qu'ils disent quelque chose pour qu'ils soient absous par leur mandataire. La preuve, le soir, là, oui, un des députés a démissionné. Ben, il s'est retraité par la suite. Oui, mais il a bien dit. Et il a bien dit que ce n'est pas lié au vote. Non, c'est des histoires. Il a dit le jeu politique n'est plus. Ils ont choisi 11 meilleurs parmi eux. Et les 11 encore, 3 vont voter. Au moins 3 ont voté contre leur consigne. Alors, à qui est-ce qu'on va croire? C'est ce que sa démission signifie. Je ne crois plus personne, moi. Très bien. Merci beaucoup. Honorable, on va faire rapidement par rapport au changement. On avait déjà parlé du Sénat. Quels sont les autres changements qui vous importent énormément de rappeler quand même à nos téléspectateurs? Non, nous avons changé le nombre d'années du mandat du président de la République. À cause de ce que je vous ai dit, les cycles de mobilisation de ressources avant d'implanter le, comment on appelle, avant de mettre en œuvre le programme d'action d'un gouvernement, malgré que nous d'ailleurs, nous nous sommes rendus compte de ça, nous tous, pendant la révision passée. Sinon, avant celle-là, pour dire, attention, si nous allons continuer à tergiverser, nous qui avons besoin d'argent, nous devons faire des procédures d'1 an à l'Assemblée sans faire les ratifications. Ceux qui nous donnent l'argent, ça n'attend pas. Le délai pour que nous ratifions va être 1 an. L'étude va prendre 1 an. Les recherches de financement, ça va prendre 1 an. Pour mobiliser les ressources et démarrer, ça va prendre 2 ou 3 ans. Le président fera toujours un mandat de 5 ans sans rien faire. Prenez les 3 mandats de ceux qui ont fait 10 ans ici. C'est toujours dans le second mandat qu'on voit leur réalisation. Et nous disons, mais il y a un problème là. Celui qui veut passer de l'argent hésite. Parce qu'il se dit, je vais aller donner de l'argent, il n'a que 2 ans.
Voilà, dans son pays, ceux qui sont en train de faire le mouvement politique opposé disent s'ils viennent, tout ce qu'ils font, ils vont changer, ils vont casser. Il hésite. Même si vous êtes d'accord, il veut s'assurer que vous avez renouvelé votre mandat avant de mettre l'argent. Mais il veut s'assurer que vous êtes en mesure de réaliser ce que vous devez faire et que ça porte ses fruits pour qu'il soit remboursé. Il y a une inspection mondiale, plusieurs organes qui regardent votre capacité et votre disponibilité, ainsi que vos possibilités à rembourser vos dettes, avant de pousser à vous donner de l'argent. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que le délai de 5 ans, il est court. Dites-moi au Bénin, pour quel motif et sur quelle base à la conférence nationale on a dit le mandat des députés est de 4 ans, le mandat des présidentiels c'est 5 ans. C'était quoi la justification du choix de cette durée? J'ai questionné même ceux qui étaient à la conférence nationale. Ils ont dit non, on a regardé ce qui se fait en France, ce qui se fait aux États-Unis. Nous, on a combiné pour faire un spécial béninois. Mais ça ne répondait à rien du tout. Alors que pour choisir les délais, les durées, il fallait tenir compte de notre réalité, à nous, Béninois. Et aujourd'hui, c'est ce que nous reproche votre génération. Il faut cesser de copier des choses et venir les plaquer. Il faut regarder notre problème. Il faut contextualiser. Il faut contextualiser. Et si on veut contextualiser un pays pauvre qui doit mettre 5 ans pour mobiliser de l'argent, on ne veut pas donner un mandat de 5 ans à un président. Nous avons dit, il faut ajouter. Certains ont dit 10 ans carrément. Nous avons dit, non, ça, les gens vont vieillir avant de faire une élection. Ajoutons 2 ans. Et on est sûr qu'en ce moment-là, on pourra demander au président son bilan. Parce qu'il a la durée. Est-ce que lors des débats, vous avez évoqué l'aspect des mandats électifs? Parce que nous avons entendu certains qui estiment que ça, un rapport sur la question n'a pas été présenté. Et que c'était seulement le Sénat. Écoutez, notre opposition, si la chose s'était opposée, si ce n'était pas passé, vous n'allez rien entendre. Aujourd'hui, ils vont inventer tous les diables pour vous distraire. Et donc vous l'avez évoqué? Je dis, oui. Mais ils étaient à la commission, non? Il y a 6 personnes qui ont fait le rejet à la commission. Et c'était les opposants. On a fait tous les débats. C'est toujours comme ça depuis qu'on est là. Hein. On fait les débats, on s'entend et au moment où on dit, bon, allez, on n'avait même pas voulu voter. On a dit non, il faut voter. Et dès que vous dites vote, par réflexe, on est contre. Il y a eu une chef de vote là-dessus. Le texte a été lu en commission. Vous savez ce qu'on appelle commission? Tout se fait dans la commission. Tous les débats, les réponses, tout. Et c'est là-bas qu'on a fait. Maintenant, on vient en plénière. Quand on a démarré, quand on a décidé de 7 ans pour le président, la conséquence est automatique. C'est à la commission. Ils ont dit, mais attendez, nous avons dans la Constitution et nous avons décidé, exiger qu'il y ait une année électorale. C'est-à-dire qu'il y a une année dans laquelle on doit faire toutes les élections. Il ne faut pas les étaler dans le temps à cause des dépenses de perte de temps. Et au Bénin, un an avant toute élection, on ne travaille même plus. Il faut assainir ça. Ça veut dire que nous ne devons pas faire des législatives entre-temps. Si nous avons un mandat de 7 ans, donc il faut aligner tous les mandats électifs sur 7 ans. C'est ça qui a fait que les députés se trouvent à 7 ans, les maires à 7 ans, c'est-à-dire les conseils communaux à 7 ans, pour pouvoir avoir l'année électorale. Très bien. Mais les opposants vous ont dit, on n'avait pas mis ça dedans, c'est comme si les députés voulaient tirer ça à leur profit. Mais, à qui ils font de leçons? C'est eux qui ont fait que c'est passé, non? Très bien. Merci beaucoup. Malheureusement, on est au thème donc, de nos échanges. Honorable Hassan Seibou, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est de dire aux Béninois, nous avons introduit une modification de la Constitution et je suis heureux parce que en tant qu'initiateur, co-initiateur, l'idée que nous avons amenée a été acceptée. Les discussions que nous avons eues avec les autorités du pays pour façonner, pour parfaire ce que nous avons fait, a abouti à un vote heureux. Et à l'Assemblée, beaucoup de députés ont fait des amendements en correction, même de l'article 42, vous vous souvenez? Tout à fait, en aucun cas. J'avais déjà tenté ça dans l'autre révision.
En aucun cas, nul ne peut, ça fait 2 négations. Les constitutionnalistes ou les francophiles nous ont dit, vous avez mal parlé, ce n'est pas la langue de notre moment. On voulait reprendre, on a corrigé ça, on a enlevé en aucun cas là. On a dit seulement nul. Donc il y a des corrections comme ça. Aujourd'hui n'est pas le moment où vous avez crypté vous-même tous les points qui seront sujets à nécessité d'explication après. Je souhaite que nous revenions là-dessus. Tout à fait. Pour que parce que c'est de la Constitution qu'il s'agit, oui. Il faut que tout le monde comprenne le fond de ce que nous voulions. Oui. Il faut que les constitutionnalistes prennent maintenant ce que nous avons dit là, hein, et que nous avons une légistique à l'Assemblée. C'est-à-dire quand vous finissez de voter, vous avez traduit vos idées dedans et mis au niveau des articles. Maintenant, il y a c'est là que les techniques interviennent. C'est là que les constitutionnalistes, c'est là que celui qui a dit il ne faut pas toucher comme ça là. Il faut des spécialistes. C'est là que les spécialistes interviennent. Les spécialistes n'amènent pas son idée quand il s'agit de révision de la Constitution. Non. Ils adaptent l'idée de ce que nous disons. Et je veux que tous les Béninois soient dans cette attitude-là et qu'ils soient patients. Les questions c'est normal. Même dans les arènes de lutte, quand tu terrasses quelqu'un, il te dit toujours non, lui il a glissé. Ou bien on trouve quelque chose pour dire il faut reprendre ça. Mais la victoire est déjà prononcée. Vous n'allez pas à l'examen, vous échouez, vous revenez, vous dites il faut reprendre cet examen-là. Non, je m'étais trompé. Entre-temps, je devais écrire 2, je n'ai pas écrit 2. Non, ça là, c'est fini. Il faut arrêter de distraire, de se faire distraire. Notre peuple est mûr, ils n'ont qu'à regarder devant. Très bien. Et défendre comme nous la stabilité politique. Défendre comme nous la paix, la démocratie, l'unité nationale, la sécurité de notre pays. C'est sur ces points-là que nous attendons le Sénat lui-même qui sera mis en place pour que notre pays soit en paix. Et que vous, les journalistes, vous retrouviez l'ardeur des débats, des grands débats. C'est pas les grands débats, c'est vous, c'est la présence des acteurs politiques qui se font rares. Parce que parce que nous n'allons plus aller dans les casses de ville, mais nous viendrons frotter nos arguments et que le peuple prenne des rendez-vous. Très bien. Parfait. Voilà. En tout cas, si vous le dites, nous, on est heureux, bien évidemment. Merci beaucoup, honorable Hassan Seibou. Merci, vous êtes membre donc, du parti Bloc républicain. Vous êtes le président d'ailleurs du groupe parlementaire du parti élu de la 9e législature. Mesdames et messieurs, vous avez écouté notre invité sur ces modifications intervenues donc, sur la constitution du Bénin avec les innovations. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc, de ce numéro de Matin de Politique. On va se retrouver très incessamment. Merci de nous rester fidèles. À bientôt.